Alors on aurait pu commencer ce film comme ça, car la première étape pour aller en Islande en moto, c'est de prendre le bateau. Mais l'Islande, ça se prépare. Avec des cartes, des bouquins, des vidéos. Puis il faut aussi choisir sa monture, l'équiper, la tester. En ce qui nous concerne, ça a pris presque 2 ans entre la décision de partir en Islande, de trouver notre Oural et de définir notre itinéraire. Alors maintenant que vous en savez un peu plus, c'est parti. Enfilez votre casque, on vous emmène avec nous. Le voyage a commencé bien avant d'arriver en Islande. C'est sur ce bateau que tout s'est mis en mouvement. Loin de notre quotidien, loin de nos repères. Juste l'horizon, le vent, et cette sensation d'aller vers quelque chose de différent. Les journées à bord étaient simples. On regardait la mer, on écoutait le silence. On laissait les pensées dériver, comme les vagues autour de nous. Petit à petit, on sentait qu'on approchait d'un autre monde. Pas seulement une terre nouvelle pour nous, mais une autre manière d'être là. L'Islande se rapprochait. Et nous, quelque part, on commençait déjà à changer. Et puis un matin, on est sorti du ventre du bateau. La rampe s'est abaissée et la lumière a changé. On a démarré l'Oural et posé les roues sur l'Islande. C'était concret soudain. Froid, brut, immense. L'aventure pouvait vraiment commencer. Les premières pistes. C'est là que l'Islande a commencé à vraiment se dévoiler. Plus de bitume, juste la terre, les cailloux et le vent. Chaque virage ouvrait un peu plus le paysage. Et nous, on entrait doucement dans son rythme. Les amis, l'eau que vous voyez là, elle est à entre 38 et 40 degrés. C'est une rivière qui vient cette cascade, qui nous donne une eau. Oh, c'est limite trop chaud. Ah, c'est un truc de fou. Voilà, bienvenue en Islande. Bonjour madame, vous allez où? Bonjour, je vais faire un skion. Ah bah c'est faux, moi je vais à Stud-la-Guil. Au revoir. Lyser du
Studlagil, un canyon né du feu, sculpté par l'eau. Ses colonnes veillent en silence, comme les témoins d'un monde ancien. Plus de moteur, juste le vent et cette rivière d'un bleu irréel. Un instant hors du temps. Ici, l'Islande respire. On quitte Studlagil et cette fois, on entre dans une autre Islande, celle des pistes F, celle qu'on voit à peine sur la carte. La F910, un nom presque militaire, les vraies pistes off-road. Très vite, on comprend alors que ce n'est plus une route, c'est une traversée, un passage, une promesse d'aventure brute, sans filtre. Dès les premiers kilomètres, on sent que quelque chose a changé. L'asphalte a disparu depuis longtemps, et devant nous, une simple trace, fine, comme dessinée au doigt sur la peau de la terre. Et autour, rien, absolument rien. Un désert froid, immense. Il pleut, le vent souffle de travers, la lumière est dure. Et pourtant, on avance, kilomètre après kilomètre, sans croiser âmes qui vivent. Le temps se dilate, il n'y a plus d'horaire, plus de repères. Juste le bruit du moteur, les vibrations sous les roues et ce souffle, constant dans nos casques. On s'observe, on s'écoute dans nos intercoms. Parfois, un regard croisé suffit à se rassurer. Un signe de la main, un sourire, ou même rien du tout, juste la présence de l'autre dans cette immensité. Les pistes F, ce sont des lignes fragiles, tracées sur la peau de la terre. Parfois on roule, parfois on flotte, parfois on doute. Mais chaque détour est une révélation. Le silence, l'espace, l'odeur du soufre, le goût du froid. Et surtout cette sensation rare d'être loin, très loin. Et puis les voilà, ces fameux passages à gué. Nos premiers. L'eau vive, l'appréhension. On descend, on observe, on hésite, puis on passe. Et on rit comme des gosses. Pas parce que c'était facile, mais surtout parce qu'on l'a fait. C'est pas si petit que ça celui-là, hein. Le désert s'étire, les heures passent, le ciel change encore. Et puis au loin, des silhouettes, des camions, massifs, une caravane d'expédition. Après tant d'heures seules, leur présence est presque irréelle ici. On se sent moins petit, moins exposé. On les suit naturellement, comme si on faisait partie du même voyage. Les kilomètres continuent, mais la fatigue commence à se faire sentir. 12 heures de selle, 12 heures de vent, de secousses, de silence. Mais on tient ensemble. Et puis soudain, juste avant Askia, le soleil,
bas sur l'horizon, vient frôler les sommets. Une lumière rasante, dorée, presque irréelle. Et devant nous, les camions soulèvent des colonnes de poussière, comme une procession lente dans ce désert figé. Un tableau de fin du monde, ou plutôt de commencement. C'est là qu'on comprend tout ce qu'on avait imaginé sur l'Islande, tout ce qu'on avait rêvé, projeté, fantasmé, c'est là, sous nos yeux, sous nos roues, et ça dépasse tout. Ce soir-là, on arrive tard, très tard, mais il fait encore jour, et on n'est pas fatigué. On est bien, on se sent vivant, chanceux. Alors comme c'était prévu, il y a quelqu'un qui a oublié d'éteindre la lumière toute la nuit. Bon, masque obligatoire sinon tu dors pas. Mais aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Regardez. Regardez le ciel. Putain, grand bleu. Truc de fou. On est en Islande, 2e jour. Et il fait super beau. Une petite révision, un petit café. Et on monte sur Aska. Après un petit déjeuner rapide, on grimpe dans le side pour aller explorer les alentours. Direction la caldeira et Viti, le fameux cratère aux eaux turquoises. Le trajet commence sur une piste sèche et rocailleuse. La lave figée est sous nos roues. Le paysage est complètement minéral, désertique, lunaire. Plus on approche, plus le terrain devient irrégulier. On finit le trajet à pied, sur une pente douce sablonneuse. Les chaussures s'enfoncent dans la cendre sèche. Les jambes tirent un peu, mais la vue en vaut vraiment l'effort. Arrivé au sommet, on découvre le Viti, un cratère circulaire rempli d'une eau bleu vif, contrastant avec les teintes ocre et grises du sol. Juste derrière, la caldeira remplie d'une eau d'un bleu profond s'étend à perte de vue, vaste, ouverte comme un amphithéâtre naturel. On croise quelques autres voyageurs, venus comme nous profiter du calme et de l'immensité. On sympathise rapidement. On a toujours un petit cadeau pour la chaîne. C'est des petits porte-clés qu'on a fait. C'est le nom de la chaîne, au-delà du guidon, et puis c'est notre voyage. Donc c'est gravé avec le petit sidecar. Donc, ça nous fait plaisir de vous les offrir, c'est bien gentil. Un petit autocollant aussi. Voilà. Trop chouette. L'autocollant de notre chaîne. Et puis quand on fait des belles rencontres, voilà, ça nous fait vraiment plaisir. Ouais, bah écoute, ça fait plaisir. C'était une belle rencontre parce que d'échanger comme ça. Ouais. Et ils ont fait la Corse, la Sardaigne, tout ce qu'on aime bien aussi, quoi. En voiture, vélo, Moi, je crois qu'on a gagné au change par rapport au porte-clés. C'est pas vrai, du cahier. J'en connais. Avec les noisettes. J'en connais une qui va être ravie. Le moral remonte. Ah oui, j'ai un peu moins fatigué d'un coup. Merci infiniment, c'est très gentil. Avec plaisir. Merci beaucoup. Les images aériennes révèlent ce que l'œil peine à saisir d'en bas, l'échelle gigantesque du paysage, les reliefs sculptés par le temps. Les contrastes de couleurs. D'en haut, tout paraît plus abstrait, presque graphique, une autre planète. Retour au camp de base. Avant de reprendre la route, 2 rangers viennent à notre rencontre. C'est la police des parcs. Ils nous rappellent les règles de bonne conduite et les numéros utiles en cas d'urgence. Et à la fin, petite surprise, ils me demandent s'ils peuvent faire une photo avec la grenouille, car ils en sont tombés amoureux. D'ailleurs, ils précisent qu'ils n'en ont encore jamais vu ici à Aska. Une première. On avait prévu de continuer par la F88, mais les rangers nous la déconseillent. Trop risqué
à cause d'un gué actuellement très profond à franchir selon eux. On décide donc de jouer la prudence, retour sur une bonne portion de la F910, puis on bifurquera sur la 905. Enfin, ça c'était le plan. Car à un croisement, on se trompe de piste. Et nous voilà sur la F903. Donc il faut prendre à droite. Parce qu'après, hier on est venu, je crois qu'on est venu de là hier. Et on a tourné pour l'Alaska, et comme on prend la parallèle, on va aller par là, sauf. La piste est magnifique, quasiment déserte, et ça aurait peut-être dû nous mettre la puce à l'oreille. On traverse un canyon sublime, mais le vent soulève partout des bancs de sable noir. C'est très piégeux, trop piégeux. Demi-tour obligatoire. Et pour couronner le tout, on vide notre jerrycan de secours. La prochaine station est à 90 km et le carburant risque d'être juste. Alors on serre les fesses. On reprend nos esprits et cette fois on attaque la F910 dans l'autre sens. Alternance de sable, de rocailles, on est secoué mais toujours autant subjugué par la beauté des lieux. Alors c'est quoi la méthode SOF en Islande pour aller sonder les gués? Ouais. Ah ouais, carrément. Oula, ça devient indécent là. Ah ouais. Bon, je me marre. Je veux voir ça. Le tarmac pointe le bout de son nez. On avait presque oublié comme il est lisse et confortable à rouler. On quitte le désert et vers 17 h, on s'offre enfin un repas. Des pâtisseries dans un tout petit café typique, au toit végétalisé et à l'ambiance douce. C'est le premier vrai contact avec la civilisation. On termine la journée en beauté par deux géants, Dettifoss et Selfoss, deux cascades monumentales. La puissance de l'eau est à l'image des glaciers dont elle vient, impressionnante. Le soir, on arrive au camping à 1h décente. On a le temps de se laver, c'est vraiment pas du luxe. De cuisiner un petit plat et surtout de souffler un peu. Demain, cap plein nord. Allez, une bière au prochain qui vient en Islande et qui spotte notre autocollant.
Nous quittons le petit camping au matin, encore enveloppé du calme de la nuit. La journée s'annonce longue, mais belle, et sans aucune piste. Une trêve bien méritée pour nos suspensions. La route serpente le long de la côte nord, sculptée par les vents et le temps. À notre gauche, la dorsale médio-atlantique. Cette faille géologique qui divise l'île s'élève en silence. Un décor brut, glacé, qui force le respect. Je bénis mes poignées chauffantes, tandis que Soph, malgré ses 3 couches de vêtements techniques, grelotte sous son casque. Nous atteignons Husavik, petite ville blottie entre terre et océan. Ici, les baleines sont les stars, fréquentant les eaux froides de la baie de Skjalfandi. Mais les bateaux sont pleins, trop pleins pour nous, et les cétacés attendront. Un délicieux fish and chips plus tard, nous reprenons la route, direction le lac Mývatn. L'arrivée est spectaculaire. Le soleil fait miroiter la surface du lac, parsemé d'îlots volcaniques. Mývatn signifie littéralement le lac des mouches, et nous allons vite comprendre pourquoi. Installation camping, le gérant très sympa tourne notre emplacement avec une précision qui ferait pâlir un jardinier anglais. Le cadre est idyllique, jusqu'à ce que les mouches débarquent, des nuées entières, minuscules, envahissantes, insaisissables. Je m'en paye même quelques-unes en gonflant les matelas, dégustation locale non souhaitée. Nous repartons plus légers vers Vrérir, un champ géothermal fascinant. Sous nos pieds, la croûte terrestre est fine. La chambre magmatique n'est qu'à quelques kilomètres. Le sol est percé de marmites bouillonnantes et de fumerolles d'hydrogène sulfuré. C'est un paysage martien, vibrant, et une odeur d'œuf pourri qui vous prend vite à la gorge. Un peu plus bas, je note une étrange structure, la centrale géothermique de Bjarnarflag. Elle capte cette chaleur naturelle pour produire de l'électricité et chauffer les habitations. C'est un exemple typique de la manière dont l'Islande tire profit de son volcanisme. Cap ensuite sur le Vierfjall, un volcan gris aux allures lunaires. L'ascension est aride, minérale, presque méditative. Au sommet, un cratère parfait, gigantesque. Le vent souffle avec une violence inouïe. On se sent infiniment petit. Tout près de là, un repli sous terre, la grotte de Grotaggia. Fendue dans la roche, elle abrite une source d'eau chaude d'un bleu profond. Un lieu autrefois utilisé comme bain naturel, jusqu'à ce que l'activité géothermique en augmente trop la température. Aujourd'hui, elle est surtout célèbre pour ses reflets surréels et son apparition dans Game of Thrones. Dernier regard sur Mývatn et ses mystérieux pseudo-cratères en bordure du lac. Ces formations ne sont pas issues d'éruptions, mais du choc de la lave chaude tombant sur un sol gorgé d'eau. C'est un phénomène rare, presque unique au monde. Nous mettons le cap sur Godafoss, la chute des dieux. Un demi-cercle parfait de chutes d'eau, puissantes et poétiques. C'est ici que, selon la légende, un chef local aurait jeté ses idoles païennes en signe de conversion au christianisme. Soph, elle, verse une larme de plus. Les émotions sont à fleur de peau. La route continue sur la Nationale 1, puis la 84. À peine sortis de la chaleur douce de Godafoss,
nous pénétrons dans le fjord d'Akureyri et prenons en pleine face un vent glacial venu directement du cercle polaire. Juste avant d'arriver à Akureyri, sur les hauteurs de la route, j'aperçois un torrent étroit à la pente vertigineuse. Dedans, 3 vikings en maillot de bain, une bière à la main. Un coup de frein plus tard, je les rejoins dans l'eau brûlante. Un bain sauvage, inattendu, revigorant. Fin de journée à Akureyri, une ville paisible, un peu moderne, presque ordinaire. À un détail près, ses feux rouges en forme de cœur. Un petit clin d'œil d'amour dans cette fraîcheur nordique. Demain, cap plein nord, sur la péninsule de Tröllaskagi, avant de retrouver les pistes sauvages de l'intérieur. Nous poursuivons notre périple en prenant la route du nord, longeant le majestueux fjord d'Eyjafjörður. Ici, les températures chutent brutalement. Le vent siffle entre les sommets enneigés et l'air est sec, mais les paysages sont tout simplement à couper le souffle. Les montagnes semblent plonger directement dans l'océan, dessinant des contrastes puissants entre le blanc des cimes, le bleu profond de l'eau et le vert vif des prairies. Sur cette route sinueuse, on traverse plusieurs tunnels creusés à même la roche. Certains sont très longs, sombres et glaciales. Le plus redoutable, un tunnel de 7 km qui nous a paru interminable, comme une épreuve de patience dans ce froid glacial. Heureusement, l'équipement est à la hauteur et l'envie d'avancer reste intacte. Pour contourner la péninsule, nous faisons halte dans plusieurs villages côtiers typiques, où les maisons colorées tranchent joyeusement avec le paysage austère. Ces petits ports vivent encore principalement de la pêche. Dans l'un d'eux, un immense chalutier rouge trône fièrement sur le quai, symbole que cette activité vitale est profondément ancrée dans la culture locale. Au détour d'un fjord, une belle surprise nous attend. Jacques, notre ami motard, surgit sur son XT600. Parti du nord-est de la France en solitaire, il parcourt lui aussi l'Islande à sa manière. Nos retrouvailles sont chaleureuses et nous décidons de poursuivre la route ensemble pour les prochains jours. I will choose a rhythm you can dance to and write a song that only you can sing. Anything to make you happy. Nous terminons la journée dans un petit camping charmant, près d'une base de sport en eau vive, à Bakkaflot. Un nom qui semble sorti tout droit d'un roman nordique. Rien d'exotique ici. Le cadre est simple, fonctionnel, islandais. Pas de hot pot naturel dans la roche volcanique, non. Ce sont de vrais hot tubes en plastique, installés sur des plateformes en bois. Mais peu importe, l'eau est bien chaude, le corps se détend et les rires fusent. Tu vois un peu. Ce soir-là, nous sommes bien, ancrés, reliés les uns aux autres par la route, les paysages et l'amitié. Ceci n'était que la première partie de notre aventure en Islande. La suite réserve quelques surprises. Alors pensez à liker, vous abonner et à activer la cloche pour ne pas la manquer.